Il a dit, nous sommes ensemble, mon collègue de droite est blessé. Maintenant, qu'est-ce qui suit pour qu'il se sente vraiment sécurisé, pour qu'il puisse retrouver son état de santé? C'est tout ce mécanisme que nous devons revoir, afin que ceux qui sont blessés en opération n'aient pas de sentiments de colère ou de révolte en eux-mêmes, ou même contre la société. Et c'est ça l'essentiel de ces réflexions-là, à moins de nous pouvoir parvenir à des mécanismes ou des processus pour que nous soyons toujours sûrs d'être à côté et de répondre aux attentes de ceux qui se sacrifient jour et nuit pour ce pays. On apprend toujours de nos erreurs et de nos expériences. Je crois qu'il va de soi, quand on arrive avec peut-être le nombre qui a un peu souvent évolué et les retours d'expérience, on ne peut pas ne pas en prendre conscience. Et c'est ça qui fait qu'il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Sachant que cette lutte-là, on est engagé, on mettra tous les paramètres, on prendra toutes les conditions nécessaires pour que le soldat, le combattant, puisse se sentir au mieux possible. Sinon, ça fait souvent un tout boum au cœur. Comment j'ai vu des blessés? Où, quand j'étais, le gars, il a les 2 pieds amputés, mais il m'a dit non, il faut qu'on lui trouve une chaise électrique pour qu'il puisse encore le combattre. C'est toute une leçon pour nous tous. Vous voyez déjà que l'expérience d'être envoyé hors de soi, que ce soit pour une cause noble, la prise de distance rime avec aussi mise à l'écart. Et mise à l'écart dans un contexte d'adversité où l'on est animé déjà par la crainte d'agression. Vous voyez, donc ça détériore notre sécurité de base. Et quand votre sécurité de base est détériorée ou que vous êtes vulnérable, était déjà au front, n'eût été la pertinence du corps de la troupe, vous êtes déjà vulnérable. Donc il va se dire qu'il y a des précautions à prendre quand on envoie les gens et qu'il y a des souffrances réelles quand ils sont partis. Donc il y a des sentiments d'abandon qui peuvent les animer. Et quand tu es dans le sentiment d'abandon, c'est déjà une vulnérabilité. Tu vas devenir hyper vigilant, ce que j'avais nommé. Tu es hyper attentif si vous voulez et tu perds l'attention et tout de suite tu deviens inefficace au combat, tu deviens inefficace dans l'esprit même du groupe. Et toujours ça va poser un problème relationnel avec la hiérarchie. L'une des solutions d'urgence déjà, c'est que avant ou le recrutement, il faut recruter des gens avec un certain profil psychologique et qui puissent montrer des preuves de résilience parce que c'est un engagement. Il faut des gens résilients à tout point de vue. Et donc, l'une des solutions, c'est d'être très efficient dans le recrutement des hommes. Deuxièmement, c'est la préparation des hommes. Pour faire corps avec un groupe, il y a le côté socialisation. Et un soldat, ou en tout cas un FDS, il est formé quelque part, il est socialisé à son métier. Donc, il faut être très vigilant au cours de sa socialisation professionnelle à ce qu'il puisse être suivi par une équipe pluridisciplinaire, médicale, psychologue, sociologue, pourquoi pas, et anthropologue, pourquoi pas, et puis ressources humaines, pourquoi pas, pour quand même être sensible à la vulnérabilité de la personne. Il faut accompagner les gens au cours de leur stage. Les soldats, au cours de leur stage, c'est des mises en situation que vous allez déjà observer et voir leur vulnérabilité et les accompagner. Et donc, ça permet déjà de donner de l'écoute à ces gens, avant même qu'ils soient. Avant qu'ils ne partent, il faut les préparer. Il faut une préparation psychologique avec un diffusing, c'est-à-dire on les écoute en groupe, on voit leur appréhension. Voilà pourquoi on analyse les contextes des opérations pour voir qu'est-ce qu'ils pensent avoir, est-ce qu'il s'est impliqué, est-ce qu'il était déjà prêt pour ça, mais quand il a été, qu'est-ce qu'il a pu faire, est-ce qu'il avait déjà un sentiment de mort, donc il anticipait sa mort. Et quand quelqu'un anticipe la mort, vous l'envoyez en mission, il est déjà mort, il n'est plus opérationnel. Donc il faut suivre la préparation et il faut suivre les opérations. C'est-à-dire qu'après les opérations, quand il y a des incidents, il faut assister ces gens. Sinon, il y a avec le cumul quantitatif des frustrations ainsi que des agressions du fait du travail militaire, ils vont s'épuiser. Il y a l'épuisement professionnel aussi.
Voilà. Et des colères peuvent naître. Et il peut avoir aussi des formes de mensonges, entre guillemets, de mythomanie, pour pouvoir se protéger de ne pas partir au front. Donc, il faut veiller au bien-être intégral du sujet pour qu'il reste vaillant et donc il ait une forme de pensée positive afin de confronter le travail qu'il a choisi et l'exigence que lui demande ce travail. Et quand il va revenir, blessé ou pas, sain ou pas, il faut un suivi psychologique. Il faut un suivi psychologique intégral, comme je vous ai dit, pour qu'on puisse l'aider à résoudre les colères et aussi des victoires qu'il a vécues. Certains demandent à repartir, ils vont aller maintenant se donner le fond à... ils vont aller se tuer parce qu'ils sont excités, ils se disent qu'ils ont fait plus que ça, ils sont devenus spécialistes. Or, ils vont célébrer leur victoire et devenir plus inattentionnels. Donc, il y a tellement de positions. Il y a la famille. Vous savez que quand on n'est pas entouré par la famille, vous avez vu le cas de Rogo, la perte relationnelle, la perte amoureuse est un abandon. Et l'abandon est source de tout. L'abandon est source de colère. L'abandon est source d'inattention. L'abandon est source de perte d'estime de soi. Et c'est en ce sens aussi que quand les soldats reviennent, s'ils ne se sentent pas pris en charge, il y a de l'injustice. Il y a l'abandon de l'État au lieu de l'abandon affectif. Donc, nos services sociaux, nos services de ressources humaines devraient travailler justement à renforcer leur rapport pour qu'on puisse vraiment accompagner nos jeunes.